Je m'appelle Sabayo Nelia, je suis présidente de la DIAL, présidente du village Cécilia. Je suis Mathilde Sabayo, membre actif de l'association ADIAL également depuis la présidence de Nelia Sabayo. Et effectivement, cette enquête a été faite en partenariat avec le laboratoire Minéa de l'Université de Guyane. Voilà. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous avons décidé d'accentuer, de mettre le point sur cette logistique que nous avons connue pendant cette quarantaine. Alors, ici, nous sommes au village Cécilia, situé au Larivo à Matori. Au arrêté préfectoral, le village a été mis en quarantaine car nous avons eu quelques habitants qui étaient malades, plus de 360 habitants. Pour moins d'une dizaine de personnes, on a été enfermés, on a été confinés chez nous parce que nous avons une famille qui s'est révélée positive suite à l'arrivée d'une personne qui sortait de métropole. Ils ont eu le Covid, voilà, c'était juste une famille. Pendant toute cette période-là, nous, on se devait de rester chez nous. De l'autre côté, on nous a rallongés parce qu'il y a eu d'autres cas positifs. Effectivement, pour qu'on en arrive à cette situation, il y avait une personne qui était contaminée dans le village, qui a contaminé les membres de sa famille. Et par la suite, étant donné qu'à l'époque, à cette période-là, on proposait aux personnes contaminées de se rendre à Sinamari pour se faire soigner et qui était un lieu beaucoup plus adapté pour traiter ce type de cas. Maintenant, ces personnes qui étaient très minoritaires à l'époque, parce que je tiens quand même à le dire, ont refusé. Donc lorsqu'ils ont refusé, forcément, bien sûr, il y a eu des échanges, des discussions pour essayer de les sensibiliser à partir et à se faire soigner. Mais finalement, ce sont des discussions qui sont restées en vain. Finalement, ils ont décidé de rester. Voilà. Donc, par conséquent, si c'était ça la condition, si les personnes contaminées restent dans le village, alors c'est le village entier qui est confiné. C'est ma mère qui a reçu le fameux mail. Donc, on a eu 2 heures pour pouvoir se ravitailler. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, d'où l'aide de la mairie et de la CTG. On avait aussi des personnes malades hors Covid qui avaient besoin des soins tous les jours. On se devait de prendre soin des uns des autres. On vit en communauté, donc on devait penser à ceux qui étaient malades, à ceux qui avaient besoin de soins, aux bébés. Nous avons des mères de famille qui nous informent qu'il manque des couches, qu'il manque du lait, des bouteilles de gaz. Tout ce dont on a besoin dans une vie quotidienne normale. On était confinés chez nous. Voilà, on avait des patrouilles de gendarmes qui rentraient au sein du village pour vérifier que tout le monde est chez soi. C'était pas facile à vivre. Mais on se devait d'être là, on se devait d'être fort pour épauler ma mère, parce qu'elle était chef du village et aussi présidente de l'association. Elle était chef coutumière, présidente de l'association. Par ce mail, on a dû s'organiser en moins de 2 heures, parce que le village était carrément fermé à 19h. Donc on a reçu un message à 17h. À partir de 19h, voilà, le village était fermé, personne ne pouvait rentrer ni sortir. Alors, n'ayant été jamais confrontée à ce type de situation, donc ça demande énormément de logistique. C'est-à-dire que dans un temps très très court, donc les appels se sont multipliés entre les collectivités et les représentants de l'État, donc la préfecture et notamment la mairie, parce qu'on se situe sur la commune de Matoury. Donc il a fallu recenser le nombre d'habitants, le nombre de personnes qui y vivent, et puis repérer aussi le type de public qui vit dans ce village. Et progressivement, on a pu quantifier le nombre d'enfants, le nombre de personnes âgées, le nombre de jeunes, etc. Et puis recenser les besoins au fur et à mesure. Maintenant, les premières personnes qui sont rentrées en ligne de compte, c'était forcément la mairie. Donc, ce sont des besoins primaires. Et en fait, ça s'est mis en place très, très rapidement. Donc, au fur et à mesure, on réajustait les listes parce que forcément, les personnes ne se signalaient pas forcément. Mais pour que ça aille plus vite, beaucoup plus vite, on a créé un groupe WhatsApp avec toutes les familles pour faire remonter à l'instant T toutes les informations. Alors, maintenant, comme les familles, on va juste resituer le contexte. On est un village, c'est vrai, on vit en communauté, on se connaît, etc.
Il a vraiment fallu enfin, entre guillemets, qu'on soit dans cet état de crise pour qu'on puisse trouver un moyen pour fluidifier la communication et puis aussi la transmission des informations. Parce qu'entre le moment où c'est diffusé dans les médias, les réseaux sociaux et les malentendus des uns et des autres, ça vous fait 10 000 informations et ça peut générer de la crainte, des frustrations et de la colère aussi. Pour recontextualiser les choses, hein, il faut noter que nous n'avons aucune information, en tout cas officielle, sur le traitement de cette nouvelle maladie, hein. On peut l'appeler comme ça. Nous nous sommes basés sur les gestes barrières qui nous ont été transmises par les autorités, donc la distanciation sociale, le masque, le gel hydroalcoolique, pardon. Et le tout aussi, c'était de sensibiliser les habitants à les pratiquer quotidiennement parce que c'est pas quelque chose, on va se le cacher, c'était pas quelque chose qui était quotidien, que nous étions amenés aussi à être rassemblés, à ne pas marquer cette séparation en soi. À ce niveau-là, c'était un peu compliqué dans les premières chaînes, en tout cas de distribution, en tout cas dans la première chaîne que nous avons connue. Et par la suite, ça a été appliqué très rapidement. Pourquoi? Parce que nous ne savions pas donc de quoi il en ressortait, parce que c'est quand même quelque chose qui pouvait nous contaminer et qui pouvait également nous tuer. Donc, nous avions cette crainte-là. Voilà. Mais maintenant, au niveau des habitants, on sait très bien, on a su appliquer très rapidement les mesures barrières, en tout cas qui nous ont été conseillées et qui nous ont été imposées aussi durant cette période. On se rend compte qu'on nous a carrément enfermés. On a eu l'étiquette de cluster alors qu'il n'y avait que 6 personnes malades. 6 personnes malades, donc plus de 360 habitants, payent pour 6 malades. Ça a été toute une logistique derrière, faire un recensement parce que il fallait savoir au quotidien combien de baguettes il faut à une famille pour pouvoir reprendre son petit déjeuner. On a eu le soutien du village de Sainte-Rose. Et là aussi, on a eu l'aide de l'association Fédération Locono. La présidente, c'est Anne-Marie Chambrier, donc je la remercie. Donc voilà, ils ont fait une collecte de dons, ils ont pu nous ramener les couches, le lait, du riz, de la lentille, enfin des denrées alimentaires, des besoins aussi, des produits d'hygiène pour les femmes. Donc tout ça, je remercie grandement toutes ces personnes-là qui ont participé au ravitaillement du village. C'est vrai que le village, même nous, la communauté était très stigmatisée par rapport à ça, puisque quand on recevait les baguettes que le maire emmenait tous les matins, donc là on se rend compte que voilà, il y a énormément de voitures à l'entrée qui se garent comme ça, à la filée, et puis ils sont en train de prendre des photos, des vidéos. Qui sont ces personnes-là? Je ne sais pas. Hein, et même au niveau des réseaux sociaux, ben voilà, le village ceci, le village cela. Si les Amérindiens arrêtaient de faire la fête au lieu d'aller travailler. Vous voyez, des petits trucs comme ça. C'est vrai qu'on s'est vite fait pointer du doigt par rapport à ça. Donc, on a même eu un peu des échos dehors qui disaient que voilà, tant qu'on voyait un Amérindien dehors, parce qu'ils ne sont pas sûrs s'ils sont de Cécilia ou de Sainte-Rose, qu'ils appelaient quand même les autorités pour eux. C'est pas normal. Dans les médias, donc forcément Guyane Première, hein, la première donc a relayé l'information qu'ils avaient un village confiné, se situait sur l'île de Cayenne. Et de par cette information, on a eu beaucoup de réactions, de bonnes comme de mauvaises réactions. Mais par contre, ça a suscité chez certains l'incompréhension et l'indignation. C'est mis en place un mouvement de solidarité envers le village. C'est-à-dire que nous étions confinés, pas d'entrée, pas de sortie, ni en marchandises, ni en personne, quoi que ce soit. Nous étions strictement confinés. Donc au début, on nous ravitaillait des baguettes, par exemple, et par la suite, les associations coutumières, dont, par exemple la Fédération Locono, hein, avec Madame Chambrier, ont mis en place aussi une cotisation dans leur village qui ont permis aussi d'approvisionner les mamans. La collectivité territoriale de Guyane a également mis en place une chaîne de ravitaillement avec des produits et des biens alimentaires,
des produits qui durent, en fait, le temps du confinement. Mais tout ça, ça s'est mis en place en l'espace de, allez, 5 jours, mais vraiment 5 jours. Après, l'organisation en interne au village, c'était très lourd. Très, très lourd parce qu'on est quand même dans un village où on vit en communauté. Diffuser l'information, recenser les besoins des uns et des autres n'est pas forcément évidente. Donc là, on avait une ligne de conduite, très bien. On n'a qu'un seul, on a des interlocuteurs à l'extérieur, la préfecture, la mairie et la collectivité territoriale et les représentants d'associations coutumières, culturelles. Le village Sainte-Rose nous a montré une certaine solidarité en se confinant eux-mêmes. Nous avons eu aussi le village Noreno qui s'est confiné. Ça a été aussi une marque de soutien parce que on se dit que voilà, Sainte-Rose, c'est quand même la famille. Donc, on a été un peu victimes de certains choix dont nous ne sommes pas responsables, mais ça a été un moment de soutien. On a été stigmatisés, on a été confinés, on a été mis en quarantaine. Donc, d'une façon, ils l'ont fait aussi. Le moment le plus difficile a été le début. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'inconnu. On ne sait pas, on part de quoi, il y a surtout la compréhension de la situation, pourquoi on nous a confinés. Et ensuite, va s'enchaîner avec toute la logistique, le recensement des habitants, le recensement des besoins, les chaînes aussi, les chaînes de distribution parce qu'on y était, le confinement en lui-même. C'est-à-dire au-delà des chaînes de distribution, le confinement chez soi sans aucun contact, sans aucune possibilité de sortie, je peux vous dire qu'arrivé au bout d'une semaine, c'est pas que la solitude pèse, mais un peu. Et là, c'est horrible. Donc, je me dis que si moi, je l'ai ressenti, les autres aussi l'ont senti. Et du coup, forcément, sur la deuxième semaine, donc il y avait un peu moins de ravitaillement en volume, les gros volumes, comme dans la première semaine. Et là, on commençait à sentir qu'il est en nous déconfiner, entre autres. Mais ils sont restés très calmes. Malgré tout, ils sont restés très, très calmes. Mais pour nous aussi, c'était difficile. Parce qu'à l'usure, ça devenait compliqué. Le rythme en lui-même, c'était très compliqué. On se levait très tôt, on dormait très tard. Et puis, ça demande une veille constante. Et puis, tempérer les habitants aussi, c'est de répondre à leurs besoins, les écouter aussi dans leurs difficultés. Alors, de façon traditionnelle, mais surtout de façon naturelle, on s'est soigné avec, c'était une petite tisane à base de kouachi. Alors, au sein du village, on n'en a pas. On n'a pas d'arbre de kouachi. Donc, on a eu la chance d'avoir des connaissances qui en avaient chez eux ou qui savaient où en trouver. Donc, on s'est soigné également avec ça, une petite tisane le matin, peut-être le midi, le soir. Donc, je pense que le conseil qu'on pourrait donner aux autres villages, c'est vraiment de respecter les gestes barrières. Vraiment respecter les gestes barrières. Le masque, le gel hydroalcoolique, mais surtout la distanciation. On sait qu'on est contaminé, il vaut mieux rester chez soi. On a énormément de familles qui en ont souffert du Covid. Ce qui a été le plus difficile, je pense que il faut quand même, dans ces situations-là, garder son calme. Parce que voilà, c'est vrai que ce sont des queues interminables. Vous voyez un peu la CAF au niveau de la poste. Donc c'est vraiment chacun son tour. Et puis c'est aussi, il faut savoir que les denrées alimentaires qu'on a eues ne pouvaient pas suffire à tout le monde. Donc c'était voilà, chacun un peu. On nous a mis en confinement pendant 14 jours. C'était le temps justement que la famille en question guérisse de ce virus. Entre-temps, voilà, parce qu'on avait des médecins qui venaient tous les jours prendre l'état de santé des villageois, et aussi des patients qui avaient besoin de soins. On a eu des cas qui se sont révélés positifs pendant cette quarantaine, donc on nous a rallongé de 14 jours. Au bout de la deuxième semaine, on commençait vraiment à le sentir parce qu'on était coupés du monde. Donc nos propres besoins, on ne pouvait pas forcément subvenir à nos propres besoins d'une certaine façon. Donc, on a l'habitude de le faire au quotidien,
Donc par chance, c'est vrai qu'au début c'était compliqué parce qu'on ne pouvait pas recevoir d'aide des familles extérieures. Donc c'est vrai au bout des jours, on pouvait recevoir des denrées alimentaires de nos propres familles. Un constat que je me suis fait personnellement, c'est que, on nous a confinés sans forcément prendre en compte ce qu'il y avait derrière. Toute la logistique, déjà, puis le côté humain. Enfin, je veux dire, c'est compliqué comme ça et confiner tout le monde, nous condamner tous, c'était peut-être pas la solution. Peut-être dans l'immédiat parce que ça venait d'arriver, mais c'était pas la solution. À mon avis, avant tout confinement, je pense qu'ils auraient peut-être dû anticiper parce qu'on n'a pas forcément tous la même situation, que ce soit, financière, physique, parce qu'il y a des personnes qui sont malades, déjà. Et puis, savoir aussi qu'on n'est pas là non plus parce qu'on vit là dans une maison. Je veux dire, il y a aussi d'autres besoins que même ils se sont rendus compte assez rapidement. On garde quand même cette réserve parce que ça ne regarde personne et du coup, c'est comme si, avec ce confinement, étant donné qu'il n'y avait qu'une seule interlocutrice, on n'est pas juste des personnes qui vivent en communauté sur un petit bout de terrain et voilà. Ce virus existe, en tout cas, et elle ne s'attaque pas de la même façon d'un individu à un autre. Donc, dans la mesure du possible, respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, voilà. Si ça peut sauver des vies, oui, vous le faites. Parce que certainement, dans certains cas, vous auriez peut-être une petite grippe, une petite fièvre. Dans d'autres cas, ce virus est beaucoup plus fatal et peut engendrer la mort. Après le cluster, c'est vrai que sur le coup, on était carrément au front, donc on a pu y échapper pendant 1 an sans avoir le Covid. Ma mère est tombée malade, ma mère en est morte du Covid. Ça a été, comment dire, un moment très douloureux. Ma mère a été positive, donc là aussi, ça a été. En fait, c'était plus l'atout qui était dérangeante. C'est vrai qu'elle a été pour son vaccin, un peu comme plusieurs personnes. Voilà, c'était pas facile. Parce que nous-mêmes, on l'a tous eu dans la famille, frères et sœurs, des enfants aussi. Là, j'ai eu mes aînés qui sont tombés malades. Mais bon, chance pour eux, c'était pas aussi fort que nous, adultes. Voilà, nous, on avait des courbatures, on avait de la fièvre, la toux qui nous embêtait. J'ai été moi-même à l'hôpital le 20 août. J'ai été hospitalisée. Je suis ressortie le jour même. Donc, on m'a mis un masque d'oxygène et puis voilà. Je suis rentrée dans l'après-midi. J'ai été le matin, je suis sortie l'après-midi. Le Covid a marqué énormément de personnes, énormément de familles, parce qu'on a tous perdu un membre de notre famille par le Covid. Donc c'est une pensée pour toutes ces personnes-là, pour ma propre famille aussi, parce que voilà, j'ai eu ma mère et mon tonton le même jour. En tout cas, le seul truc que je peux retenir du Covid, c'est que voilà, on pouvait être positif et voilà, prenez du Doliprane et le mot maître, isolez-vous. C'est tout. Aujourd'hui, on apprend à vivre avec ce virus. Jusqu'à présent, il y a des cas positifs, mais au niveau cluster, je ne pense pas qu'il y ait eu autant de villages ou même de villes, de résidences qui ont été carrément mis en quarantaine comme nous, on a été. Nous vous remercions pour ces instants passés, ces questions, cette enquête que vous avez avec vous. Nous apprécierons que cette démarche se perdure, c'est-à-dire que les enquêteurs viennent à l'encontre effectivement des villageois, mais par le biais avant tout de l'association qui gère le village. Voilà, l'association et chef coutumier, parce que ce sont quand même des représentants du village et qu'on ne peut pas venir non plus
s'octroyer, enquêter, collecter des informations sans que les représentants officiels ne soient informés. Voilà. Après, nous ne sommes pas fermés. La preuve encore aujourd'hui, nous sommes là en train d'échanger sur la mise en quarantaine, mais ce serait bien que cette démarche perdure en tout cas dans le temps et que tout le monde soit au même niveau d'information, qu'il n'y ait pas forcément de mésentente ou de malentendus. Voilà. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de nous donner cette occasion aussi d'en reparler parce que après le jour J, on ne va pas parler du tout de ce cluster.